Abidjan est sous les eaux. Les populations se sont réveillées ce matin prises au piège d'une pluie diluvienne. Presque toutes les voies étaient inondées, coupées par les eaux de pluie. Nous ferons le constat dans cette édition. La pluie n'a pas empêché les candidats à l'examen du BEPC du test d'orientation en seconde de se rendre dans les centres d'examen ce matin. Ils sont pour la session 2014 319 165 postulants contre 309 586 l'année dernière. Hier lundi de Pentecôte, Bernard Cardinal Agré s'est éteint à Paris des suites d'une longue maladie. Le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri s'est rendu au cabinet du ministre d'État. Dans cette édition, vous entendrez la réaction des populations ivoiriennes. Premier signe de détente au Brésil à 48 heures du coup d'envoi de la Coupe du monde de football. Les grévistes du métro de Sao Paulo ont suspendu leur grève. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1. Nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit du directeur de cabinet du ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et de l'Assainissement, M. Guy Benoît. Avec lui, nous parlerons des dispositions à prendre pendant cette saison pluvieuse. Voilà, Abidjan est sous les eaux et vous l'avez constaté depuis ce matin, les populations se sont réveillées prises au piège d'une pluie diluvienne. Presque toutes les voies étaient inondées, coupées par les eaux de pluie. Difficile de circuler ce mardi à Abidjan à cause des embouteillages et par moments des accrochages. Et comme d'habitude, certains quartiers ont été une nouvelle fois inondés. Le constat est fait par nos reporters Serge Gongomer et Serge Koléa. Abidjan, les pieds dans l'eau. Une pluie interminable a complètement trempé la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Carrefour inondé, chaussées glissantes, accidents à certains virages, la conduite n'était pas du tout aisée en ce mardi pluvieux à Abidjan. J'ai transporté mes clients depuis le forum d'Adjamé pour aller au plateau, aux deux plateaux, en prenant le virage d'Agban pour reprendre pour aller aux deux plateaux. La voiture a chassé moi complètement. On a perdu la route, ça glissait moi. Bon, le contrôle a été perdu. On partait au coin directement un fer, mais je me suis débrouillé. Il a pu dévier le fer, donc le côté de la voiture a tapé le fer. Mes clients, bon, en tout cas, les ambulances les ont transportés. Pour se déplacer, les Abidjanais ont eu toutes les peines. À cause de la pluie, il n'est pas pu sortir parce qu'il n'y a pas de woro-woro, les rues sont inondées. Dans les gares de taxi, communément appelées woro-woro, moyen de transport très utilisé par les Abidjanais, la plupart des véhicules sont restés stationnés. Les voitures qui vivent chez nous, ils ont vraiment du mal à revenir parce que toujours ils sont bloqués. Peut-être si vous partez, vous allez constater, mais d'autres sont arrêtés dans l'eau. Avec cette pluie qui s'est abattue sur Abidjan ce matin, on peut le dire, la saison des pluies s'annonce des plus houleuses. Inondations, éboulements des terrains ou encore accidents de la route sont à craindre. Alors, prudence. En somme, une journée difficile. La forte pluie qui s'est abattue ce matin sur Abidjan a causé de nombreux dégâts dans certaines communes. Il y a eu des accidents, des quartiers inondés, des populations prises en otage n'ont pu sortir à cause de cette pluie. Le reportage de Konepaga Soro est commenté pour vous par Franck Quadio. Un camion renversé roule en l'air non loin du centre commercial le Black Market d'Adjamé. Une des nombreuses victimes de la grosse pluie de ce mardi matin. Depuis un moment, vraiment, cette voie-là, elle est vraiment dégradée. Donc avec la saison pluvieuse là, c'est devenu encore plus grave. L'averse n'a également pas épargné la clôture de la maternité d'Atekoubé, fissurée sous la pression des eaux de pluie. Dans l'ensemble, pas de perte en vie humaine jusqu'en début d'après-midi, selon le colonel Issa Sako, commandant des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan. Il exhorte toutefois les populations à quitter les zones à risque. Heureusement, on n'a pas eu à déplorer de pertes en vies humaines, même si beaucoup de dégâts ont été faits sur les biens des personnes. Nous avons été sollicités à 3 reprises à Bobo pour des inondations. Les personnes ont été mises en sécurité. À Cocody, à Bonoumé aussi. Et puis sur l'axe, la voie express, nous avons eu à dégager des personnes qui étaient dans des eaux de ruissellement. Pour celles qui restent encore dans les zones à risque, dans les bas-fonds, dans les zones d'écoulement des eaux, il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'elles quittent ces zones.
Un appel soutenu par Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale. Pour lui, plusieurs autres pluies fortes sont annoncées. Aujourd'hui, par exemple, nous avons enregistré environ 60 mm de pluie, donc qui n'est pas négligeable. Donc il faut s'attendre à cette quantité de pluie qui va arriver encore dans les prochains jours. Accusé souvent par les populations de donner des informations sur le temps, informations qui prêteraient à confusion, le directeur de la météorologie nationale fait des précisions. L'information que nous donnons est toujours vraie, mais il y a ce qu'on appelle un effet d'échelle. Vous savez, Abidjan est une grande métropole. Lorsqu'on dit qu'il va pleuvoir sur Abidjan, mais il peut pleuvoir à la Riviera et ne pas pleuvoir à Yopougon. Les certitudes que nous avons sont à hauteur de 90%. Sensibilisation des autorités et autres alertes qui ne semblent pas émouvoir les habitants de ce site en bordure de lagune dans la commune d'Atekoubé. Un exemple type comme bien d'autres de l'insouciance des populations encore présentes sur des sites à risque à travers le district d'Abidjan. Quelles dispositions prendre pendant cette saison pluvieuse? Que faire pour les sites à risque exposés aux inondations? Le gouvernement a-t-il pris des dispositions pour ces populations vivant dans ces zones à risque? Pour nous éclairer, nous avons avec nous le directeur de cabinet du ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et de l'Assainissement, M. Guy Benoît. Merci, madame. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, plusieurs sites ont été inondés ce matin, vous l'avez vous-même constaté. Comment expliquer alors que des travaux ont été entrepris? Je vous remercie de donner la parole au ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, de parler un peu, n'est-ce pas, de la situation que Abidjan vit dans ces jours. En réalité, comme vous l'avez annoncé, des dispositions ont été prises. Et c'est l'occasion pour moi ici, à la demande de monsieur le ministre de la Construction, de rappeler le spot qui est déjà passé et qui demandait aux personnes qui vivent dans les zones à risque de les libérer le plus tôt possible. Nous sommes en pleine saison des pluies. Au-delà de l'appel. Cet appel concerne plus de 2000 familles qui ont déjà perçu des kits de relogement et qui, en principe, devraient partir de ces lieux-là. Et donc, dans ce cadre-là... C'était une somme forfaitaire de 150 000 francs CFA. Forfaitaire de 150 000 francs que chaque famille a perçu pour dégager les lieux. Ça fait plus d'1 an. L'appel n'a pas été entendu? L'appel semble n'avoir pas été entendu. La preuve, c'est que, je crois, la semaine dernière, nous avons connu, n'est-ce pas, 6 personnes qui sont décédées. Nous étions peinés, n'est-ce pas, de constater qu'un père de famille a perdu, mettons, 3 de ses progénitures. Donc, c'est l'occasion pour nous de demander à ces personnes-là, qui vivent encore dans les zones à risque, de les quitter le plus rapidement possible. Au-delà donc de l'appel, la sensibilisation qui semble ne pas porter, puisque ces populations sont encore dans ces zones où il y a eu des cas de décès. Alors, qu'entend faire le gouvernement pour éviter que de tels drames ne se reproduisent? Dans le cadre, n'est-ce pas, de la résolution de ce problème-là, l'Office national de l'assainissement et du drainage, l'Office national de la sécurité et de la protection civile et le ministère de la Construction, n'est-ce pas, ont rencontré depuis 2 semaines les différents maires du district d'Abidjan pour que des dispositions soient prises pour qu'effectivement ces personnes-là partent des lieux. Ce que l'État pouvait faire, c'était de donner, n'est-ce pas, un accompagnement, ce qui a été fait. Aujourd'hui, il reste la sensibilisation. Qui ne porte pas, peut-être? Bon, certainement qui ne porte pas. La preuve, c'est que les gens sont encore là. Je pense qu'on est dans le domaine de la vérité. On ne peut pas dire que ça a marché. La preuve, c'est qu'il y a des glissements de terrain et il y a des morts d'hommes. Donc, si vous voulez, l'appel n'a pas été entendu. Mais nous avons déjà pris les dispositions. Je pense même que la RTI, n'est-ce pas, a relayé, n'est-ce pas, le spot que nous avons confectionné en collaboration avec le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et logiquement, si vous voulez, nous appelons, n'est-ce pas, les différents élus du district d'Abidjan de nous aider à faire partie de ces populations-là. D'accord. Alors, je vais vous poser cette question. Est-ce que les constructions anarchiques ne sont pas la cause de tous ces problèmes? Est-ce que le ministère ne laisse pas faire? Non, ce n'est pas que le ministère laisse faire. Vous voyez, nous sommes là depuis 2011, mais l'État doit assumer ses responsabilités. On dit tantôt que l'administration a une continuité. Donc, nous ne pouvons pas dire, c'est parce que nous sommes arrivés aux affaires en 2011, n'est-ce pas, que les problèmes ne sont pas résolus. Donc, comment vous entendez résoudre le problème de construction anarchique qui sont... Alors, le problème des constructions anarchiques, si vous voulez, peut être réglé
n'est-ce pas, par le projet LEM que nous avons. Il s'agit des loyers de lotissement à équipement modéré. Il s'agit de donner des plateformes, n'est-ce pas, à ces populations-là qui ont été identifiées, qui sont dans les zones à risque. Je disais tantôt qu'il y avait 2000 familles qui étaient dans les zones à risque d'inondation, mais en réalité, même sous les lignes haute tension et autres, on a plus de 6000 familles qui ont été recensées. Et ces familles-là, en principe, devraient pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, du projet LEM. Donc le ministère, si vous voulez, a pensé reloger ces personnes-là. Mais je voudrais rappeler que dans le district d'Abidjan, nous avons pratiquement 115 quartiers précaires, ce qui n'est pas rien du tout. On a près de 800 hectares, n'est-ce pas, de quartiers précaires. Et donc ce problème-là a été adressé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire un lotissement, n'est-ce pas, le ministre a pris un arrêté pour que 5%, n'est-ce pas, du lotissement soit réservé au lotissement, aux logements sociaux. D'accord. Voilà. Alors, on va terminer rapidement. Le problème du bassin du Gourou, communément appelé l'Indénié. Oui. On a vu ce matin des véhicules engloutis sous l'eau. Alors, quand est-ce que ce problème-là sera définitivement réglé? Bon, depuis 2011 aussi, le problème a été adressé. On a réalisé des investissements d'environ 3,5 milliards, ce qui nous a permis de passer l'année 2012 et l'année 2013 sans difficulté. Mais lorsque nous faisions ces travaux, on savait que le problème n'était pas résolu de façon durable. C'est des travaux d'urgence que nous avons faits. Pour adresser totalement le problème, il reste pratiquement 16,5 milliards de travaux à réaliser. Le financement a été acquis. Il s'agit maintenant de faire les travaux. Ça, c'est au niveau du carrefour de l'Indénié. Et ces travaux-là concernent en priorité, si vous voulez, la réhabilitation des barrages, la construction de nouveaux barrages pour empêcher, n'est-ce pas, les eaux d'arriver. Donc, quand est-ce que ça sera réglé pour terminer rapidement? Ben, nous avons 10 mois, n'est-ce pas, pour finir les travaux. Pour que ce problème-là soit définitivement réglé. Merci beaucoup, M. Guy Benoît, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, madame. Et cette pluie n'a pas empêché les candidats à l'examen du BEPC et du test d'orientation en seconde de se rendre dans les centres d'examen ce matin. Ils sont pour la session 2014 319 165 postulants contre 309 586 l'année dernière. Le reportage est signé Patricia Omouetia. C'est sous une pluie battante que les candidats à l'examen du BEPC composent ce matin. Les épreuves se dérouleront sur 4 jours. Aujourd'hui, les candidats affrontent les épreuves de composition française et de physique-chimie. Bon, je me débrouille pas mal, ça va. L'année passée, ça n'a pas marché, mais je crois que cette année, ça pourra marcher. Demain, les candidats composeront en mathématiques et en dictée-question. L'anglais et les sciences de la vie et de la terre suivront, ainsi que l'histoire-géographie, les langues vivantes, les arts plastiques et la musique. Cette programmation fait partie des changements opérés cette année dans l'organisation de l'évaluation nationale des candidats. Ce matin, nous avons procédé au lancement des épreuves du BEPC. Tout est plutôt calme et nous pensons que nous allons avoir cette année de bien meilleurs résultats que ceux que nous avons eus les années précédentes. Dans le centre, nous avons 754 candidats. Il y a eu des absents, il y a 63 absents, sur un taux de 8,35%. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a annoncé ces innovations le 16 mai dernier à la faveur de la cérémonie de lancement des examens et concours. Rendons-nous dans la commune de Cocody où les élèves ont également composé, mais des retards ont été constatés, nous disent nos reporters. Collège moderne de Cocody, il est 9h03. L'épreuve de composition française a débuté il y a 51 minutes déjà. Empêchés par la pluie, 2 élèves viennent d'arriver dans leur centre. Une fois dans la salle, ils remplissent l'entête de leur copie pour prendre part au premier sujet des 10 matières de composition. Je suis stressé parce que les épreuves ont commencé avant mon arrivée. Il n'y a pas encore vu le sujet, mais je ne suis pas stressé, malgré mon retard. 2 sujets au choix, le résumé de texte et le sujet de réflexion. Il y a 2 sujets. J'ai choisi le sujet de réflexion parce que j'ai l'habitude de faire ça. Je ne suis pas stressé parce que le résumé est très facile. Je comprends le résumé. Parmi les élèves, des candidats libres prennent part eux aussi à l'exercice. J'ai décidé de passer le BEPC en candidat libre parce que je vais avoir tous mes diplômes au complet. Cette année, j'ai fait la classe du 3e en cours d'histoire et je suis venue passer l'examen. Les épreuves étaient un peu difficiles, mais on va avec. Après 2 heures de composition, c'est la fin de la première épreuve. Ici au lycée classique de Cocody, pendant que certains élèves se concertent quant aux réponses de la première épreuve,
D'autres espèrent rencontrer un sujet déjà vu pour la deuxième épreuve. Je suis prête pour l'épreuve de sciences physiques. J'espère que ça sera facile comme l'épreuve de français. Je vais tomber sur une épreuve de chimie qui parle des arcanes, un peu de dioxygène. Devant les centres, des parents attendent leurs enfants. J'ai une fille qui compose ici. Ma présence peut la réconforter. On nous a dit de rester au dehors. Il ne faut pas les parents vont rester dedans là-bas. Donc depuis le matin, je suis là. Depuis 7h, 6h, je suis là. Des cas d'absence sont remarqués. Il y a eu quelques cas de retard. Au total, il y a eu 7 filles absentes et 14 garçons. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, qui ont débuté ce 10 juin, prendront fin le vendredi 13 juin prochain. Et la semaine prochaine, les élèves des classes de terminale prendront le relais pour affronter les épreuves orales du baccalauréat du 17 au 27 juin avant le démarrage des épreuves écrites du 30 juin au 4 juillet 2014. Nous prenons la direction de l'Assemblée nationale où un projet de loi portant code forestier a été adopté aujourd'hui. Le projet adopté par les députés de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement a été présenté par le ministre des Eaux et Forêts. Le reportage est signé Gabriel Zani. De 16 millions d'hectares dans les années 60 à moins de 2 millions d'hectares aujourd'hui, la forêt ivoirienne est dans la lettre rouge. Cette réduction drastique en moins d'un demi-siècle met la Côte d'Ivoire dans une situation délicate car les cultures de rente telles que le café et le cacao dont le pays est le premier producteur mondial se cultivent sur le sol forestier. Mathieu Babo-Daré, le ministre des Eaux et Forêts, est passé devant les députés pour exposer les motifs d'un nouveau projet de loi dans le secteur forestier. Le nouveau texte législatif prévoit des règles et des principes qui permettront en particulier de maintenir le potentiel exploitable de la forêt naturelle, de restaurer le couvert végétal en priorité en zone préforestière et de savane, de poursuivre le reboisement et l'aménagement des forêts classées. Une nouvelle loi plus englobante se justifie car les réalités du moment veulent que la forêt ivoirienne soit sauvegardée. Mais le sujet soulève d'autres questions, notamment l'exploitation clandestine des bois, le nombre insuffisant des agents des eaux et forêts et leur réarmement, le manque de sanctions. Des faits évoqués par les députés qui n'ont cependant pas empêché l'adoption du nouveau projet de loi. Nous disons toujours qu'il y a une destruction de la forêt. Mais au niveau de l'administration, nous n'avons pas un programme de suivi. C'est pourquoi nous avons proposé à ce que le gouvernement mette en place un observatoire de suivi de l'évolution des problèmes forestiers et il fasse régulièrement l'état des lieux. Accroître le couvert forestier de 20%, c'est l'objectif que les députés ont assigné au ministère. Le gouvernement a beaucoup de projets dans ce sens selon le ministre des Eaux et Forêts. Le déguerpissement des populations des forêts a commencé dans la forêt de Taï dans l'ouest et une vaste campagne de reboisement est en cours dans le centre-nord du pays. Et notez que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, est à Yaoundé, capitale camerounaise, pour une visite de travail de 5 jours. Demain, Guillaume Soro prendra la parole devant l'Assemblée nationale du Cameroun à la faveur de l'ouverture de la 2e session ordinaire pour l'année avant de se rendre au Sénat également en début de session ordinaire. Hier lundi de Pentecôte, Bernard Cardinal Agré s'est éteint à Paris des suites d'une longue maladie. L'Église catholique en deuil, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri s'est rendu au cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour lui annoncer officiellement la nouvelle et lui communiquer la date des obsèques. Le témoignage d'Abou Sanogo. C'est accompagné du président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, Monseigneur Alexis Touabli, que le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri est venu porter l'information de la disparition du cardinal Bernard Agré au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, et ce conformément à la tradition, afin qu'il informe le président de la République Alassane Ouattara, le gouvernement et la nation ivoirienne. Nous avons parlé de la triste nouvelle du décès de son éminence cardinal Bernard Agré. Selon la tradition de l'Église catholique, nous sommes venus pour communiquer la nouvelle aux autorités de l'État chargées de culte des affaires religieuses. Et nous sommes très, très grés, Monsieur le ministre, au gouvernement pour
sa compréhension et le condoléances, comme on dit ici, le Yako, la Côte d'Ivoire a perdu vraiment en grande personnalité, la personne du cardinal Agré. La date officielle des obsèques du cardinal Bernard Agré sera arrêtée et communiquée ultérieurement. Et notre reporter Grace Kando a tendu son micro à des Ivoiriens pour recueillir leurs réactions sur la disparition de l'homme de Dieu. Elle a été belle, notre fête devant Dieu, le Père de toute miséricorde, celui qui nous reconnaît et nous pousse les uns vers les autres. Son éminence, Bernard Cardinal Agré, s'est éteint ce lundi de Pentecôte à Paris des suites d'une longue maladie. La disparition de cet homme de Dieu, reconnu pour ses œuvres de bienfaisance, est une perte pour l'Église catholique. Le cardinal Agré était un homme doux, humble, posé, patient, gentil. Cet homme était un homme vraiment pieux qui priait et qui aidait les hommes vraiment en difficulté. Le cardinal Agré n'est pas mort, il est auprès du Père. Il prie pour nous, il prie pour l'Église de Côte d'Ivoire, pour que l'Église de Côte d'Ivoire puisse avancer. En ce moment douloureux, il nous a dit d'être toujours en joie. Je voudrais vraiment être en joie avec lui, avec tous mes frères, dans la prière, dans la foi surtout. Le rappel à Dieu du deuxième cardinal de l'Église catholique de Côte d'Ivoire ne laisse pas également indifférents les fidèles des autres confessions religieuses. Le cardinal Bernard Agré, je le connais plus ou moins. Je sais qu'il a œuvré pour l'union de toutes les religions. Je pense qu'il a eu bonne initiative en voulant réunir toutes les confessions religieuses, amener, c'est-à-dire tout un peuple qui puisse travailler ensemble, c'est-à-dire main dans la main pour qu'on puisse avancer. Le cardinal prônait l'unicité des religions, parce qu'en chaque religion, il y a une parcelle de vérité et il a la divinité hier. Alors, les religions, mettons-nous ensemble et entamons la marche vers Dieu. La marche vers Dieu, c'est une marche qui se fait en caravane et non une marche solitaire. Donc c'est en cela que je salue la grandeur spirituelle de l'homme. L'heure est actuellement aux concertations entre le diocèse d'Abidjan et la famille biologique du cardinal Agré en vue du rapatriement de la dépouille mortelle. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 prie pour la paix en Côte d'Ivoire. La Fédération a prié avec les musulmans à la Grande Mosquée du Plateau et ensuite avec les chrétiens à l'église Pentecôte du Salut à Bobo. Les prières de la Fédération des organisations républicaines pour la paix et la cohésion Force 2015 ont démarré le vendredi 6 juin à la Grande Mosquée du Plateau. L'imam Sedjigiba a instruit les membres de la Force 2015 et les fidèles musulmans sur l'importance de la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Au terme de son sermon, il a encouragé la Force 2015 pour ses actions de réconciliation et de développement. Après la Grande Mosquée du Plateau, c'est l'église de la Pentecôte du Salut à Abobo qui, le dimanche 8 juin 2014, jour de la Pentecôte, a reçu la délégation de la Force 2015. Chants, danse, adoration et bénédiction ont meublé ce culte spécial pour la paix. C'est de cela que la Côte d'Ivoire a besoin. Et en ce beau jour de Pentecôte, je crois que l'onction que la Côte d'Ivoire a besoin, c'est l'esprit d'amour et de réconciliation. Je souhaite que la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens reçoivent l'esprit de paix, l'esprit de tolérance, de réconciliation, parce que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Une position soutenue par la Force 2015. Pour nous, au-delà de nos divergences politiques, ethniques, communautaires, l'essentiel c'est l'amour, l'essentiel c'est la Côte d'Ivoire et tous nous sommes appelés à contribuer à son émergence à l'horizon 2020. C'est au son de l'hymne national que se sont achevées les prières pour la stabilité en Côte d'Ivoire, initiées par la Force 2015. À une semaine de la fin de l'opération du recensement général de la population et de l'habitat, le ministre des Transports, Gaoussou Touré, est en campagne de sensibilisation. Il sensibilise les populations justement sur le bien fondé de cette opération. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2014, concerne les Ivoiriens et les non-Ivoiriens de 0 à 100 ans et vivant sur le territoire national. Message du ministre des Transports Gaoussou Touré aux populations des communes d'Atekoubé et d'Adjamé. Le ministre invite les populations à se mobiliser massivement pour la réussite de cette opération. Parce qu'il ne faut pas croire que le recensement là, c'est l'affaire de la Côte d'Ivoire seulement.
c'est avec tout le monde, c'est avec les Nations Unies que nous sommes en train de faire. Mais il y a des délais, on ne doit pas dépasser ça. J'aime telle personne, je n'aime pas telle personne. Il y a ça. Non, quand il s'agit de la nation, on doit se passer. Car, ajoute Gaoussou Touré, le développement n'a pas de couleur et il passe avant tout par le recensement des populations, outil de prise de décision pour l'État, les bailleurs de fonds et les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. À quelques jours de la fin du RGPH 2014, le ministre des Transports exhorte les agents recenseurs au travail. S'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés, n'hésitez pas. Rencontrez-nous immédiatement pour qu'on puisse remonter. Mais sachez que le président tient à la réussite du recensement. Démarré le 17 mars dernier, le 4e recensement général de la population et de l'habitat s'achève le 14 juin prochain. Instituée par l'Union africaine, la Journée internationale de l'enfant africain a été célébrée ce mardi 10 juin par une cérémonie organisée par le ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfance. C'était ici en Côte d'Ivoire. Et justement, à l'occasion de cette journée, il a été procédé au lancement d'une semaine consacrée à la sensibilisation contre le travail des enfants, avec pour thème de la protection de l'enfant à l'élimination du travail des enfants, une responsabilité collective. Le reportage de Viviane Aimé dans nos prochaines éditions. La Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest continue sa croisade sur la sensibilisation des opérateurs de la sous-région ouest africaine sur le péage en Côte d'Ivoire. La Confédération était au Niger où elle a eu une rencontre avec les transporteurs sur les retombées du péage, nous explique Adama Koné. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSCRAO, continue sa route dans le cadre de la sensibilisation sur le péage en Côte d'Ivoire. Après le Mali, l'organisation a mis le cap sur le Niger. Au niveau de l'infrastructure routière, nos États ils ont travaillé. Niamey jusqu'à Abidjan, tout est bitume. Côte d'Ivoire a eu à faire une autoroute de 230 km et la route est payante. Comme dans un pays qui n'a jamais fait péage, si il le met en application, il faut venir informer tes camarades conducteurs pour dire en Côte d'Ivoire maintenant, préparer telle somme, arriver là-bas, la route est payante. Des kits contenant des documents et gadgets d'information sur le péage ont été distribués aux opérateurs économiques nigériens. Au nom de ces derniers, le président du collectif des syndicats du Niger a salué la mission du CSCRAO. En tant que Nigériens, nous avons apprécié M. Koné dans son exposé et surtout que beaucoup de Nigériens aujourd'hui empruntent la route. La fluidité routière a également fait l'objet d'échanges avec les transporteurs nigériens. La formule est simple. Nous demandons nos États qu'il va y avoir une seule contrôle groupé où tout le corps vient, il contrôle au départ des cars. Si le car est transit au Burkina qui va en Côte d'Ivoire, ça arrive à la douane de Côte d'Ivoire que le car est fouillé pour dédouaner les barrages qu'on doit dédouaner. Déjà en application en Côte d'Ivoire, ce modèle sera lancé le mois prochain à Niamey pour faire de la libre circulation des biens et des personnes une réalité dans l'espace CEDEAO. Un colloque international sur la réglementation de la communication audiovisuelle par le satellite et les nouveaux moyens de diffusion se tient depuis ce matin à Abidjan. C'est une initiative de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Ce colloque réunit les pays membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication et les acteurs du secteur de la communication audiovisuelle et servira de cadre d'échange et de partage pour mieux appréhender les avancées technologiques et définir une régulation adaptée aux nouveaux services de la communication audiovisuelle. Premier signe de détente au Brésil, à 48 heures du coup d'envoi de la Coupe du monde de football, les grévistes du métro de Sao Paulo ont voté cette nuit la suspension de leur grève. La grève est donc suspendue jusqu'à mercredi, veille du coup d'envoi du mondial. Et le ministre des Sports, Alain Lobogno, a rendu visite ce mardi, donc c'était aujourd'hui aux éléphants. Alain Lobogno est allé traduire le soutien du gouvernement ivoirien à la sélection nationale à 48 heures de l'ouverture de la plus grande compétition sportive au monde. Le compte rendu est signé Cathy Touré. C'est un acte fort, cette stratégie adoptée par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour renforcer la fibre patriotique des éléphants avant leur entrée dans la compétition.
À leur base de Aguas de Lindoya, Alelo Bognon a rappelé aux joueurs les valeurs du pays à travers sa devise « Union, discipline, travail ». Il a également passé le message des Ivoiriens. Le message essentiel tourne autour de la défense de l'emblème national. Vous avez noté que nous avons remis à chaque Ivoirien ici présent un exemplaire de cet emblème national. Un message qui vise donc à leur faire comprendre qu'ils ont le devoir, la grosse responsabilité de défendre crânement avec abnégation cet emblème national qui est le drapeau orange-blanc vert. Une responsabilité que Didier Drogba et ses amis ont à cœur d'honorer. Merci d'avoir passé le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et au nom de tous mes joueurs, on souhaite remercier les Ivoiriens pour leur soutien et leur dire encore qu'on a besoin d'eux jusqu'au bout de la compétition. On est des travailleurs, nous ce qu'on veut c'est gagner. Donc on va donner le maximum et puis Dieu décidera. Merci à tous. Drapeau en main, c'est donc gonflé à bloc que les représentants ivoiriens défendront les couleurs d'ivoire dès samedi face au Japon. Le mondial 2014 est donc dans 2 jours, c'est-à-dire après-demain. Quel est l'état d'esprit de la sélection ivoirienne? Quelle ambiance prévaut dans le groupe et surtout dans quelle forme sont nos pachydermes? Également, qu'est-ce qui justifie le choix des joueurs? L'entraîneur Sabri Lamouchi répond à toutes ces questions et il sera interrogé par Cathy Touré. L'élément sera diffusé juste après ce journal. Ne décrochez pas, surtout portez-vous bien.